Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Les gens ont dû se dire, à 18 mai, ils seront pas là. Mais si, on est là, mesdames et messieurs. Et on est jeudi. Et on est jeudi, oui. Et voilà. Si vous êtes en week-end, profitez-en bien, vous avez bien raison. En tout cas, merci de nous écouter avec Frédéric Brindel aujourd'hui. Oui. Brin. Oui, c'est jeudi, c'est le jour d'une certaine éditorialiste que j'adore particulièrement, donc je me dois d'être là. Ah voilà, c'est gentil. On se demande bien de qui vous parlez, Brin. Mon Brin qui est là, mon Brin. Ça s'appelle du léchage de ce que vous voulez. Oh, si, un petit peu. N'importe quoi. Tout à fait. Vous ne bouchez jamais les trous. C'est pas parce que Philippe n'est pas là que vous êtes là. La notion de bouche-trou peut avoir ses intérêts. Je suis d'accord. Surtout quand on aime les trous. Voilà. Oui, on va y aller, hein, parce que là, ça commence à glisser. Oui, parce qu'on va dire surtout quand on aime les bouches. D'un seul coup, on part dans des trucs. C'est bon. Allez, au sommaire de cette émission, on va revenir sur le Conseil d'État. Seriez-vous favorable à l'utilisation des drones dans toutes les manifestations publiques? Depuis le 19 avril 2023, un décret autorise les forces de l'ordre à l'utilisation des drones équipés de caméras pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et des rassemblements sur la voie publique. Les associations de défense des droits humains ont réagi en déposant mardi un recours au Conseil d'État pour suspendre ce décret. Selon elles, le dispositif porterait une atteinte disproportionnée aux libertés. Frédéric. Réponse immédiate du ministère de l'Intérieur, il n'y a eu que 50 arrêtés sur 100 départements. Sommet de Choose France à Versailles, manifestation contre la réforme des retraités du 1er mai, visite d'Elisabeth Borne, festival de Cannes, finale de la Coupe de France de football, rodéos urbains ou rêve party. Bref, le recours à cet outil de surveillance aérienne a été souvent approuvé ces derniers jours. Certaines autorisations concernent même des usages prolongés. Plusieurs associations ont depuis attaqué l'arrêté en justice, d'où notre question. Absolument. Seriez-vous favorable à l'utilisation des drones en toute manifestation publique? C'est un non à 79%. Et on va revenir sur l'école alsacienne. Sur la transphobie, est-ce le rôle du collège d'évoquer les questions du genre sexuel? L'intervention de l'association à outrance à l'école alsacienne en avril dernier a suscité l'indignation de nombreux parents d'élèves qui dénoncent une prise de parti militante de la part des deux intervenants. La direction de l'établissement parisien a empêché la tenue de nouvelles interventions d'Out-France. Cher Frédéric, c'est vrai que ça agace les parents d'élèves. Oui, alors c'est un collège, rappelons-le, à Paris, dans les quartiers chics. Les parents dénoncent une prise à partie militante et même agressive de leurs enfants. Les élèves ont par exemple été invités à s'exprimer sur leur représentation du masculin et du féminin quand un intervenant explique qu'aujourd'hui, des hommes peuvent être enceints. Des élèves ont protesté avant d'être sèchement recadrés par les intervenants. Je cite, ils ont accusé les enfants d'être transphobes, se plaint un parent d'élève. Pensez-vous que c'est à l'école d'évoquer les questions de genre? Et la réponse sur notre compte Twitter pour ceux qui votent est non à 97%. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger est avec nous, éditorialiste et bien entendu le président de l'Institut de la Parole et auteur de ce livre, on le rappelle quand même, Libre propos d'un inclassable publié chez Nouvelle Librairie. Comment ça va Philippe? Très bien, j'espère que l'ascension va nous inspirer, ma chère Cécile, que nous aurons une élévation intellectuelle qui est évidente chez vous deux. Mais nous, après nous, on est un peu bas de plafond. Voilà. Vous êtes tout fraîchement sorti du cinéma. Absolument. On va en parler dans quelques instants et j'espère qu'on ne s'élèverait pas tous en même temps parce qu'on sera trop lourd. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio LCI, auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plon. Je m'entraîne à la lévitation là. Dans une minute, je vais être un peu au-dessus de la table. Je vais pouvoir plonger sur les dates. Au-dessus de la mêlée. Avant que Philippe Bilger ne boulotte l'ensemble du truc que nous a apporté Cécile. Cécile, c'est adorable les dates. Elles sont bonnes, voilà, très bien. Sébastien Ménard pardon, mais c'est très bien pour la pratique du sport d'endurance. Les fruits secs, abricots secs, dattes, tout ça, n'hésitez pas à l'emmener dans votre besace quand vous courez ou partez à vélo. En parlant de nourriture, l'entrepreneur de la food tech, c'est Sébastien Ménard qui est avec nous, président de l'élan Béarnais Paula Cortez. Comment ça va Sébastien? Je vais prendre encore beaucoup d'élan pour tenter de m'élever. Voilà. C'est ça. Et les dates vont m'aider. Gagner en hauteur, ça nous arrangerait parfois, on ne serait pas obligé de mettre des talons. Tout va bien les amis? C'est dommage. C'est beau les talons, non? Les talons? Oui, c'est beau. Ça dépend les talons. Les talons, c'est comme Paula Cortez.
Et d'ailleurs, j'avais un copain qui s'appelait Jérémy Cortés, c'était le frère de Paula Cortés. C'est ça. Ça tombe bien parce que mon frère il est gendarme. Allez, on y va. 0826 300. On va à Saint-Jean-du-Falga en Ariège avec Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Super. Merci d'être notre vraie voix auditeur aujourd'hui. Est-ce que, Arnaud, je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je suis chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Très bien. Il est chef d'entreprise. Vous nous écoutez depuis longtemps, Arnaud? Oui, il y a très très longtemps. D'accord, jurez-le. Non, mais je dis ça à chaque fois. Non, je dis ça à chaque fois. Je plaisante. Donc, vous allez pouvoir, bien entendu, commenter cette actu avec nous. Et à l'actu du jour, justement, nous sommes donc le 18 mai. Je rappelle que c'est une fête religieuse importante pour les chrétiens qui symbolise donc la montée au ciel de Jésus, mais c'est aussi la naissance de Jean-Paul II, qui a conduit les Polonais et l'Europe orientale à rejeter, je vous rappelle, la domination soviétique et le communisme. Écoutez ce qu'il a dit. Et je traduis. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N'ayez pas peur. Une chose passionnante sur l'Ascension, l'Italie, qui est quand même la résidence des papes et probablement le pays le plus catholique, a éliminé l'Ascension comme fête religieuse depuis 1977. D'ailleurs, aujourd'hui, ça n'est pas férié, par exemple. Et tous les laïcs ont refusé de partir en week-end, là, on est bien d'accord. Il y a que les religieux, c'est intéressant de savoir que nous, on a quand même nos fêtes religieuses et que le pays le plus catholique a supprimé l'Ascension. C'est intéressant. Très intéressant. C'est pour ça. C'est fondamental. Et le petit clin d'œil sur vous prenez quand même vos vacances quand c'est jour. N'ayez pas peur. On est dans le deuxième degré tous les deux. On est dans l'ascension sociale. Restez avec nous. En tout cas, merci d'être avec nous. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Vous voulez requérir contre ceux qui croient tout savoir sur tout, par exemple l'ignorance impérieuse sur la condamnation de Nicolas Sarkozy, cher Philippe Bilger. On ne peut pas dire que j'abuse, pas seulement à Sud Radio, où je suis particulièrement bien, mais ailleurs, de ma condition d'ancien magistrat. Mais je n'ai pas non plus l'intention de me dépouiller complètement de ce que j'ai fait. Et je demande à ceux qui sont ignorants de ne pas invoquer leur ignorance comme si elle leur donnait une prime supplémentaire. À propos de la condamnation de Nicolas Sarkozy, il y a eu une dispute au sens classique, et je la conçois. Simplement, j'ai vu cette ignorance impérieuse, Frédéric Cécile, qui rendait presque insupportable la prétention de ceux qui connaissent un peu la justice d'affirmer que, mon Dieu, ils ne disent pas que c'est bien, ils ne disent pas que c'est mal, ils en prennent acte. Simplement, et j'ajoute que la justice, à propos de Nicolas Sarkozy, d'une part a eu deux instances, première instance et appel. De multiples recours ont validé cette procédure, et j'ajoute qu'on ne saurait considérer comme une personnalité virginale tout de même un ancien président qui a la bagatelle d'un certain nombre de procédures au basque. Alors, je ne dis pas qu'il est coupable pour tout, mais il faut arrêter de parler de Nicolas Sarkozy, qui parfois est condamné, parfois bénéficie d'un non-lieu, comme s'il était une sorte d'angelot politique et qu'il n'a... Les procédures ne sont pas créées par les magistrats, elles viennent de la réalité. Pardon d'avoir été un peu long là-dessus, mais je suis tellement... Et j'aime beaucoup Françoise. Je suis dans le sujet. Elle a des convictions politiques qu'on connaît, elle les défend, mais dans les domaines où elle n'est pas forcément au top, elle est très... vous êtes très prudente, modérée. Et puis je comprends pas, parce que, alors, Philippe Bilger, on n'est pas d'accord sur tout, mais je pense qu'il y a une expertise. Vous savez, la justice, j'ai toujours placé la justice plus haut que tout, en ce sens que pour moi, c'est l'acte suprême de civilisation. C'est parce qu'il y a la justice, parce qu'il y a le droit, depuis le droit romain, bien avant
avant d'ailleurs même le droit indo-européen, c'est parce qu'il y a ce droit que nous sommes des êtres humains civilisés, qu'on est sorti de la loi du talion par exemple, que nous avons progressé en tant que civilisation. Et pour moi, Philippe Bilger, je l'écoute de façon assez religieuse, parce que je pense que autant je peux me moquer de lui quand je le trouve un peu réac, conservateur, on se taquine tous les deux, autant je pense que sur cette question fondamentale de la justice, il a toutes les nuances qu'il faut avoir, et surtout l'immense expertise, y compris psychologique. Moi, je me bidonne quand j'entends tous les avocats de Nicolas Sarkozy, qui sont spécialistes comme moi du droit pénal, expliquer qu'il est une victime. Et de la même manière, c'est une stratégie de défense. Je pense pas. Je pense qu'ils sont très sincères, qu'ils croient vraiment que la justice est aux mains des rouges et que Nicolas Sarkozy est la victime d'un complot de gauchistes. Je pense que la magistrature a largement évolué depuis longtemps, depuis la fameuse directive dont nous parlons. Donc, j'écoute toujours Philippe Bilger. Je n'ai jamais été en désaccord avec lui, car je pense que il incarne pour moi vraiment la justice, c'est-à-dire la tempérance et la nuance. Et c'est fondamental. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien Ménard. Pardon, c'est un peu long. Oui, là vous êtes long l'un et l'autre, mais je vais juste, moi, m'interroger, mais est-ce que la justice est toujours juste? Est-ce qu'il n'y a pas non plus un biais? Non, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus un biais? Je pense que effectivement, notre ami Nicolas Sarkozy n'est pas un idiot de 6 jours, mais force est de constater qu'on peut aussi, quelque part, suspecter une forme d'acharnement politico-médiatique, judiciairo-médiatique derrière un ancien président de la République. Ça fait vendre du papier, voilà, ça déchaîne les foules sur les réseaux sociaux. Mais voilà, on a le droit de se poser la question, existe-t-il un biais intellectuel, professionnel, idéologique contre les uns ou contre les autres? La réalité, c'est que Nicolas Sarkozy, excusez-moi, mais quand Mediapart sort l'ensemble de ses affaires, c'est une bronca contre Mediapart. Et moi, je suis pas toujours d'accord avec Edouard Plenel, mais il raconte tous les obstacles qu'il a rencontrés. Ne croyez pas qu'il y ait une amitié, et que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, est défendu par la quasi-totalité des observateurs. Allez, restez avec nous. Merci beaucoup Philippe Bilger pour ce réquisitoire. 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu dans quelques instants. Et puis, est-ce que vous êtes favorable à l'utilisation des drones dans toutes les manifestations publiques? Vous nous répondez en majorité non pour l'instant. Sur le compte Twitter de Sud Radio. Et c'est bien de signaler 0826 300 300. Parlons vrai aujourd'hui, c'est votre émission comme tous les jours. Ouais. Jusqu'à 19h. Vous avez appuyé sur le mauvais bouton là. Tais-toi, tu m'énerves. Mais pas que, les amis. Nous sommes là effectivement avec Frédéric jusqu'à 20h avec vous, mais jusqu'à 19h avec Philippe Bilger. Oui, on peut plus si on nous demande gentiment, on le fera. Avec nous, Françoise Degois, bien entendu. Sébastien désabusé que vous avez aujourd'hui. Sébastien Ménard. Parler Sébastien Ménard tout de suite. Il vient de manger une date, ça risque d'être drôle. Oui. Bonjour Sébastien, ça va? Ça colle un peu. On ne parle pas en mangeant, bien entendu. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour tout le monde. Bonjour. Les 3 mots dans l'actu sont affiches, lèche-bottes et des jungles. Des dizaines d'affiches représentant Emmanuel Macron en Hitler, enquête ouverte à Avignon. Un lèche-botte, un CO2NARD, les mots de Boris Johnson sur le président français lorsqu'il était Premier ministre. Nous devons nous déchaîner contre les frogs, aurait-il dit, selon les confidences d'un ancien conseiller. Et puis 4 enfants, dont un bébé, ont survécu 2 semaines à un crash en pleine jungle amazonienne, un drame, un miracle et un mystère qui subjugue la Colombie. Les vraies voix Sud Radio. Enquête ouverte pour injure publique envers le président de la République et provocation à la rébellion. Des dizaines de panneaux publicitaires d'Avignon sont recouverts d'affiches caricaturant Emmanuel Macron en Adolf Hitler. Elles sont environ une trentaine selon la municipalité d'Avignon qui a annoncé porter plainte. C'est la reproduction en fait d'une fresque murale qui avait été réalisée par l'artiste Letko à Avignon avant d'être effacée en avril à la demande de l'agglomération du Grand Avignon. L'agglomération qui est propriétaire du bâtiment où cette fresque avait été peinte initialement. Elle a donc été reproduite sur toutes ces affiches dans la ville. Elle présente le chef de l'État en costume, les cheveux grisonnants et les chiffres 49.3 en guise de moustache, d'où cette plainte de la ville d'Avignon. Et ils ont raison de porter plainte selon vous, Philippe Bilger? On se rend compte dans quelle impasse on est, où un président respecte jusqu'à plus soif la liberté d'expression, même celle qui conduit à l'accabler, et il n'y a pas de problème, ou alors il décide de faire poursuivre les insultes, les outrages, les outrances, les
les choses insultantes et on n'en sort plus. Là, c'est vieux comme le monde aussi, Françoise Degois. On met une moustache et une mèche sur n'importe qui, quoi. Oui, c'est vieux comme le monde. C'est horrible, c'est horrible, on est bien d'accord. Non, mais bien sûr, et moi je rejoins tout à fait Philippe là-dessus. Jusqu'où est-ce qu'on va sur la liberté d'expression? La dernière fois, l'artiste en question, je crois, a été relaxé au nom de la liberté d'expression. Alors, moi ça m'est assez insupportable qu'on ressorte les épouvantails, qu'on ressorte les diables. Je pense qu'il faut laisser les diables là où ils sont, les diables de l'histoire comme Hitler ou Staline. Il faut les laisser aux poubelles de l'histoire. Ça m'est insupportable, mais ce qui m'est encore plus insupportable, c'est de découper la liberté d'expression en morceaux, même si elle ne me convient pas. Je peux pas. Moi, ce matin, tout à l'heure, j'ai vu la une de Charlie qui, je trouve, est terrible pour Bolloré. Pascal Praud, elle est absolument atroce cette une. Rappelez-nous. Vous avez Pascal Praud en chien de Bolloré. Oui, c'est très violent. D'accord. Voilà, mais elle est violente. Mais voilà, je suis Charlie jusqu'au bout. Donc je suis Charlie. Je suis pour la liberté d'expression. Je comprends que la mairie d'Avignon porte plainte, mais j'ai du mal à comprendre qu'on relance l'outrage au président. Ça me choque beaucoup. Sébastien Ménard. Alors, pourtant, je suis un copain du président, mais moi aussi, je suis un peu choqué. En fait, on s'en fout de tout ça. Voilà. C'est une fresque, c'est un artiste. On sait très bien qu'on a un certain nombre d'artistes qui sont, la plupart du temps, notamment des street arters, qui sont souvent très irrévérencieux. Il y a peu d'artistes de rue qui vantent la République et qui font l'éloge, je dirais, de nos institutions. C'est leur droit le plus strict de soutenir, de ne pas soutenir, d'aimer, de ne pas aimer, de représenter ou de ne pas représenter. Donc je trouve un peu tout ça un petit peu... franchement, sans grand intérêt. Bon, autre insulte à l'égard du chef de l'État, cher Félix Mathieu, celle proférée par l'ex-premier ministre britannique Boris Johnson. Bah oui, vous savez, les fameuses grenouilles, celles que vous mangez matin, midi et soir en bon français, c'est bien connu des Anglais. On adore. Ouais, on adore. On doit se déchaîner contre les frogs, aurait lancé Boris Johnson quand il était Premier ministre. C'était en début d'année dernière. Les frogs, les bouffeurs de grenouilles, les Français, quoi. Et leur président a eu les dents qui sifflent au 10 Downing Street, à en croire les confidences de l'ancien directeur de la communication de Boris Johnson. Il balance dans un podcast britannique. Au début de la guerre d'invasion russe en Ukraine, Emmanuel Macron trouvait-il que les Britanniques n'accueillaient pas assez d'Ukrainiens? Eh bien, qu'à cela ne tienne, c'est un lèche-bot de Poutine, aurait lancé Bojo, un Premier ministre qui aurait eu, je cite, la nausée à l'époque en voyant Emmanuel Macron se rendre à Moscou pour tenter de négocier avec Vladimir Poutine. Et selon ces confidences de l'ancien DIRCOM, qui semble n'en avoir à peu près plus rien à faire de la communication et de la diplomatie, eh bien, son patron, à l'époque, aurait qualifié le président français d'un très vilain mot qu'on ne dira pas à l'antenne, un mot qui, quand on le traduit, commence par co et finit par nar. Ah oui, quand même. Oui, mais en fait, voilà, et nous on en a la nausée aussi de Boris Johnson. Enfin, je veux dire que Boris Johnson, étant donné vraiment ses états de service dans sa conquête du pouvoir, dans son mensonge sur le Brexit, dans sa capacité à manipuler la Chambre anglaise, à transformer la démocratie britannique, qui était quand même un modèle pour nous. Le débat parlementaire britannique, c'était un modèle. Il en a fait un foutoir et une pétaudière. On s'en fout un peu qu'il traite Emmanuel Macron de C, d'autant que c'est un des rares domaines dans lequel je soutiens Macron. Ouais, Sébastien Ménard, vous qui faites partie de la vie politique, il y a aussi le in et l'out, ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Ouais. Si tout le monde se met à dire ce qu'on se dit entre soi, c'est aussi... La vie ne ferait plus tenir. Oui, puis après, quand on sait que Boris Johnson est à la vie politique britannique, ce que Trump laissera à la vie politique américaine, on ne peut pas espérer grand-chose de lui. C'est-à-dire que ça vole évidemment pas très haut. Tout ça n'a pas été très loin. Est-ce qu'on doit répondre en sourire, en rire ? Pareil, enfin, je veux dire, c'est un no-brainer. D'un revers de la main. Ouais, c'est pas un sujet. En même temps, vas-y. Parce qu'en même temps, c'est étonnant de la part de Johnson qu'il soit aussi vulgaire, parce que c'est un type d'une culture hors du commun, qui parle le grec classique. C'est un des rares dirigeants au monde qui est capable de lire l'Iliade et l'Odyssée dans la version originale. Non, mais c'est un taré. Peut-être il est taré, mais il est supérieurement intelligent aussi. Il sait ce qu'il fait, absolument. Mais Philippe Bilger. En même temps, j'avoue une curiosité un peu perverse pour les parler vrais des politiques en dehors. Ouais, c'est ça. Ce qui parce se que dit là, entre eux. il pense vraiment ce qu'il dit.
Les off sont importants aussi parfois dans la diplomatie. Heureusement qu'on sent pas les offs qu'on a, nous. Ah ouais. J'en ai des dossiers. J'en ai des dossiers. Et puis la même chose à l'intérieur. Avec ou à ce qui nous l'extérieur. coûte en bouffe, je peux te dire que. Ah, pardon, on était à l'antenne, excusez-moi. Et puis un miracle plein de Je t'aime, mystères. Cécile. Oh, pardon, on est à l'antenne, excusez-moi. Non, il n'y a rien entre elle et moi. Qui c'est qui dit et puis un miracle? Et puis quoi c'est moi. Allez, Et puis un miracle plein de mystères qui fascine la Colombie. 4 enfants, dont un bébé, ont survécu 2 semaines en pleine Amazonie. Oui, tout commence par un drame, le crash d'un petit avion. Tous les passagers adultes sont morts, notamment leur mère. Une centaine de militaires aidés par des chiens renifleurs étaient sur la piste. Depuis, sur la piste de ces enfants, des indices de survie avaient été découverts sur place, notamment de la nourriture entamée, des restes de fruits mangés et même un abri de fortune pour se protéger. Alors, 4 enfants de 13, 9 et 4 ans seulement, ainsi qu'un bébé de 11 mois, ils ont tous survécu par un miracle qui reste à éclaircir. Pendant les recherches, quand même, les secours diffusaient un message sonore de leur grand-mère par voie aérienne pour les encourager à tenir. C'est une joie pour tout le pays, a réagi le président colombien. L'affaire a tenu tout le pays en haleine. J'ai la chair de poule, merci beaucoup. Je suis très ému. Oui, Sébastien ça me rappelle une histoire, le crash de la Yéménia qui reliait le Yémen aux Comores. Et c'est pareil, il y avait une jeune adolescente, je crois qu'elle avait 12 ans, qui était à la dernière place de la queue de l'avion. On n'a pas retrouvé grand-chose, on n'a retrouvé évidemment aucun survivant. Et elle flottait sur un morceau d'avion. Et on n'a quasi rien retrouvé de l'avion. Et il y avait juste cette jeune fille qui flottait comme ça au milieu de nulle part et qui a été repêchée plusieurs jours après. C'est terrible, hein, l'avion. C'est vrai d'ailleurs, on veut toujours être devant, comme ça on sort le plus rapidement possible, mais on se dit que si on est tout au fond, on peut peut-être avoir un peu plus de chance. En fait, moi, je on me se dit rien du ça. tout. On se dit que si ça tombe, de toute façon, c'est irréversible. Oui, c'est irréversible. Tu vois. Non, mais j'adore, ça nous fait penser en fait à Tarzan, ça nous fait penser à tout ça, comment ils ont survécu avec les serpents, les migales. Ils sont magnifiques. C'est là que je me dis, quand c'est pas votre heure, c'est pas votre heure. C'est ça, exactement. Enfin là, c'est l'heure des vraies voix. Oui. Ah oui, c'est bien. C'est l'heure de tout normalement. Et d'ailleurs, c'est l'heure de la pub. Restez avec nous. Dommage, j'avais une histoire sur les avions, je la redirai après. Vous le direz la semaine prochaine. Vous restez avec nous. Vous volez déjà très haut, frère. Restez avec nous, on revient dans un instant. On fait une petite pause et merci de votre fidélité. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver tous les jours de 17h à 20h. Aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Brindel. Ça va, Frédéric? Content de vous retrouver très souvent. Oui. En ce moment, c'est vrai que c'est souvent en ce moment. Il ne faudrait pas prendre trop d'habitude. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, vous savez, c'est juste pour nourrir ma famille, s'il vous plaît. Voilà, c'est dingue. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois aussi, et Sébastien Ménard et vous au 0826 300 300 avec Arnaud, qui est notre vraie voix auditeur aujourd'hui. Et en attendant, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un drone permet d'avoir une couverture beaucoup plus large, mais dans des conditions périmétriques qui sont très strictes. Des endroits, par exemple, qui ne sont pas ou trop peu couverts par de la vidéosurveillance. Est-il raisonnable de recourir à l'identification par drone de toute personne dans la rue pour constater des contraventions de 5e classe? Pour moi, c'est juste pour ficher encore plus les gens. Il faut des conditions techniques d'emploi qui font que les libertés individuelles sont totalement garanties par ces dispositifs. Il n'y a aucune raison que tout le monde ait possibilité d'avoir des drones en France, sauf la police, ou dans des conditions extrêmement compliquées, donc je maintiens évidemment l'amendement. C'est une manière de canaliser la population là où on veut qu'elle soit, bien sagement, surveiller tout le monde, mais la démocratie, c'est pas ça. Et mardi, le Conseil d'État s'est penché sur la question sensible de l'utilisation des drones par les forces de l'ordre dans des événements publics. Un recours a été donc déposé par l'Association de défense des libertés constitutionnelles, Adélico, pour suspendre le décret du 19 avril 2023 autorisant donc l'usage des drones. Les organisations de défense des droits humains dénoncent un dispositif excessif, Frédéric. Et je parle sous le contrôle de Philippe Bilger, mais il est question des atteintes considérables au droit au respect de la vie privée, au droit à la protection des données personnelles, à la liberté d'aller et venir et à la liberté de manifestation. Et pourtant, le drone n'est-il pas la réponse à des problèmes vitaux de sécurité? Manifestations, rave-parties, événements internationaux. En un mois, les autorités ont autorisé 50 opérations de surveillance par drone. Utiliser des drones pour protéger le maintien de l'ordre public lors d'événements publics, c'est une bonne idée? C'est la question que nous vous posons. Absolument, et vous dites non en majorité. Notre invité ce soir pour en parler, Jean-Baptiste Souffron, qui est avocat d'Adélico, Association de défense des libertés constitutionnelles, qui a formé donc un recours devant le Conseil d'État contre les drones. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio.
Merci à vous. Avant de revenir vers vous, forcément, l'avis de nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, sur ces drones, liberté totale ou encadrement? Alors là, j'ai bien conscience, Cécile, et devant notre ami avocat, d'être minoritaire. En réalité, je n'ai jamais été, peut-être, suffisamment attentif au risque des réformes qu'on mettait en œuvre pour la sécurité et la sauvegarde de la société. Je veux dire par là que je ne me suis jamais posé la question de savoir si la démocratie allait être mise en péril par la mise en œuvre de nouveaux dispositifs de protection. J'ai toujours raisonné de la manière inverse, totalement discutable peut-être. Je suis dans une démocratie. Et par conséquent, tout ce qu'elle met en œuvre, même le plus extrême pour se protéger et protéger les citoyens, est valide. J'ai bien conscience que c'est un point de vue minoritaire, mais je serais curieux de connaître l'avis de notre ami. Il ne doit pas être le même, celui de Françoise Degois. Non, mais c'est intéressant. Le point de départ est intéressant. Nous avons tous le même. Parce que nous sommes en démocratie, pourquoi nous inquiéter d'une mesure mise en place par une démocratie? Sauf que les démocraties peuvent dériver. Ça n'est pas le problème de l'outil, c'est le problème de la personne qui les utilise. Moi, je fais partie des gens, mais je ne suis pas la seule. Hein. Je vois des gens comme François Sureau, puis je vois surtout des simples citoyens comme vous et moi, parce qu'après tout, c'est ce que nous sommes, pointés jour après jour, pris séparément, ça n'est pas grave, mais des défaillances et des manquements de plus en plus importants aux droits et aux libertés. Donc, le drone, pourquoi pas, mais il faut que ça soit strictement encadré. Non, je ne veux absolument pas que nous soyons l'objet de fichage et de surveillance intensive. Je suis dans une démocratie, mais ça m'empêche pas d'être extrêmement prudente sur la façon dont elle est en train d'évoluer avec ce gouvernement-là. Sébastien Maynard. Alors comme moi je suis le monsieur en même temps, je vais faire la synthèse, en tout cas modestement je vais essayer de le faire entre Philippe et Françoise. Moi je suis effectivement pour quelque part utiliser tous les outils susceptibles de convenir à la protection de la démocratie et au respect de l'ordre public. Voilà, ça c'est la première chose. Après, avant d'être entrepreneur dans la foodtech, j'étais entrepreneur des dirigeants dans la French Tech et je m'occupais de la protection de la vie privée dans un grand moteur de recherche français. Il y a des couches aujourd'hui technologiques qui permettent en fait à des caméras de vidéoprotection, de vidéosurveillance, même à des drones, quelque part de prendre des tas d'images. Ça va flouter monsieur, madame, tout le monde. Ça va même mettre des petits visages d'avatar sur monsieur, madame, tout le monde. Ça ne va pas enregistrer ces monsieur, madame, tout le monde. Par contre, dès le moment où, parce que l'intelligence artificielle est telle, voit un comportement, je dirais, déviant. Mais qu'est-ce que c'est un comportement déviant? Je vais y venir. Il y a on va avoir l'occasion d'en parler. On va avoir l'occasion d'en parler. Vous avez, simplement pour dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des outils technologiques extrêmement performants qui protègent la vie privée. Là où je suis d'accord avec vous, avec toi Françoise, c'est ce que l'on en fait. Parce que si l'opérateur il décide de pas flouter, si l'opérateur il décide de pas avatariser entre guillemets, qu'est-ce qu'il décide sur le comportement déviant? Ça c'est ça. Je me promène à poil dans mon jardin, c'est un comportement déviant? Ça dépend comment vous êtes. Bon, nous avons la chance, les vraies voix, d'avoir donc l'avocat d'Adélico, l'association de défense des libertés constitutionnelles, maître Jean-Baptiste Souffron. Bon, les policiers ont quand même dit que ce drone avait été d'une aide importante pour le maintien de l'ordre. Vous en avez conscience que c'est un document, un élément qui permet aussi de préserver la sécurité de nos concitoyens? Bien évidemment. Je pense qu'on n'en est plus du tout à ce stade du débat. Pour tout vous dire, on est quand même en 2023 et on ne va pas demander aux policiers de revenir au stylo, au crayon, au papier ou des choses comme ça. C'est pas vraiment le sujet en fait. Ce qui pose problème, si vous voulez, c'est que l'usage des drones a fait l'objet d'un long débat démocratique. Devant le Parlement, la police s'est faite réfuter par le Conseil d'État déjà par 2 fois, il y a eu un nouveau texte de loi, une décision du Conseil constitutionnel, et on a mis en place des garanties qui sont en fait plutôt de bon sens. Essentiellement, vous voyez par exemple, il faut informer le public qu'il est filmé. C'est des choses comme ça, hein. On garde pas les données très longtemps. On essaye de minimiser l'usage du drone et quand on peut utiliser, quand les policiers sont déjà sur place et qu'on peut fonctionner autrement, en fait, le drone, il est subsidiaire. On commence par fonctionner normalement avant d'utiliser un drone quand on peut pas faire autrement. Sauf que le souci, c'est que en moins d'un mois,
depuis que le décret est passé. En fait, on a déjà 50 utilisations. En réalité, c'est beaucoup, 50, dans des situations qui réellement ne méritent absolument pas qu'on mette des drones. Il y a l'histoire d'un barbecue d'un YouTuber, par exemple. Exactement. Et c'est exactement ce genre de choses. Là, récemment, je crois que c'était hier ou avant-hier, vous avez un nouvel arrêté qui est tombé, qui couvre 14 communes simultanément. C'est-à-dire que normalement, vous devez Mais pourquoi il est fondé sur quoi? Il est fondé sur le texte de loi existant, dont en réalité les préfectures ont décidé, avec le gouvernement, qu'elles allaient tout simplement ne pas le respecter. D'accord, mais 14 communes, pourquoi ces communes-là? Il y a une manif, il y a quoi? Il y a une rêve partie? C'est pour les rodéos urbains. C'est pour les rodéos urbains. Et alors, autant que je sache, pour les rodéos urbains, en règle générale, si vous voulez, ça se passe quelque part. Ça se passe rarement à 14 endroits en même temps. Alors, on se demande un petit peu ce que ça veut dire. Et puis, c'est pareil. Pour les rodéos urbains, si vous voulez, est-ce qu'on a besoin de donner une autorisation de filmer pendant 3 mois, jour et nuit? Je pense pas non plus. C'est ça qui pose problème. Alors après, il y a la prévention, il y a la surveillance, il y a aussi d'autres données que le fait en lui-même. Oui, les rodéos urbains, c'est pas comme une manifestation qui est inscrite, dont on connaît la date, les horaires, voilà. Alors je vous arrête parce que c'est pas comme une caméra dans la rue. D'abord, les caméras dans la rue, il y en a beaucoup, mais le drone, sa particularité, c'est que vous ne le voyez pas. Donc en fait, en termes de prévention, le drone, vous savez pas qu'il est là, vous savez pas que vous êtes filmé, et d'ailleurs, quand il filme, et c'est aussi le gros problème, c'est que c'est pour ça que c'est encadré, c'est que quand il filme sur 600 mètres de rayon à la fois. Il peut filmer plusieurs centaines ou milliers de personnes simultanément, et il filme dans les domiciles. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, on a eu cette audience au Conseil d'État où quand même la représentante du ministère a dit « Oui, non, mais vous inquiétez pas, s'il filme dans les domiciles, on est face au maximum au bout de 48 heures. Sauf si le drone a filmé quelque chose qui est illégal dans le domicile. Ouais. Et le domicile, c'est pas que votre fenêtre, c'est aussi votre jardin, c'est votre barbecue, c'est les cours d'immeuble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que bien sûr, ça, c'était des choses qui ne devaient pas être filmées. Ce qui était demandé initialement, c'est que ça ne soit même pas enregistré. En fait, techniquement, c'est pas possible. Est-ce que le débat n'est pas sur l'angle de vue, finalement? Parce que si c'est une histoire de rayonnement de 600 mètres... Non, mais le débat, il est sur ce qui devait être exceptionnel... Quelle est faire la différence entre... Mais ce qui devait être exceptionnel devient un usage courant, en fait. En réalité, c'est ça. C'est pas la peine de taper sur la Chine et la Russie. Mettez en place directement la reconnaissance faciale. Les rodéos, malheureusement, c'est tout le temps. Non, mais c'est autre chose. Les rodéos, si tu crois que tu vas faire de la prévention et empêcher les gens de faire des rodéos parce qu'ils savent qu'ils sont filmés, pardon. Allez, Philippe Bilger. Je pense qu'il y a deux sujets, si vous me permettez. Il y a un premier sujet qui est le sujet technique du drone. Mais en fait, le deuxième sujet, c'est cette espèce de volonté du gouvernement, en fait, de passer en force par rapport à sa propre loi. C'est-à-dire aux propres garanties qu'il avait décidé d'affirmer et de dire, en fait, écoutez, on va arrêter de s'embêter. Oui, c'est vrai qu'on avait mis des trucs, mais on va laisser tomber. Par exemple, les questions d'angle de vue, ce genre de choses, c'est ce qui relève de ce qu'on appelle les doctrines d'emploi. La CNIL, en faisant confiance au gouvernement, a décidé qu'en fait, cette doctrine d'emploi des drones, donc le détail de comment ça marche, allait être décidé ministère par ministère plutôt que de le mettre dans un décret et que tout le monde puisse voir comment ça marche. Résultat, maintenant, les ministères ont commencé à élaborer ces doctrines d'emploi, mais refusent, mordicus, de les communiquer. Et comment vous voulez contester l'usage du drone si vous ne savez même pas comment il a fait pour prendre cette vidéo? Quel est l'encadrement? Philippe Bilger, Maître, à partir du moment où, en ce qui me concerne, par exemple, je ne vois pas d'inconvénient structurel de refuser l'adaptation des outils de protection par rapport à l'inventivité de la délinquance ou des transgressions. Est-ce qu'on aurait la possibilité, pour les drones, par exemple, je n'y connais pas grand-chose, de fixer des limites qui préserveraient la vie privée? Est-ce que techniquement, ce serait possible? Mais je vais même vous dire, elles sont déjà là. Elles sont dans le texte de loi. Normalement, le souci, c'est que le gouvernement a décidé de s'en exonérer. Ce limite, déjà, c'est celui de la nécessité absolue quand on veut utiliser un drone. Nécessité absolue, c'est ce qui est dans la directive européenne et c'est ce qui est également dans le décret en France. Seulement, voilà, je vous l'ai dit, on met sur 14 communes pendant 3 mois toute la journée. Pardon mon ignorance, maître, la nécessité absolue, qui donne le feu vert justement d'arriver de se dire que c'est une nécessité absolue? C'est là aussi que je trouve ça extrêmement choquant. On pourrait avoir un petit débat.
on pourrait en discuter peut-être un peu publiquement. La réponse du gouvernement, notamment en audience au Conseil d'État, ça a été de dire écoutez, en fait, c'est les citoyens qui vont se débrouiller, ils saisiront les tribunaux et puis on verra bien ce qui est censuré. Je ne trouve pas ça responsable. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que je m'émeus depuis plusieurs semaines et je suis pas la seule, y compris dans les rangs de la droite, de ces préfets qui savent parfaitement qu'ils signent des arrêtés et des interdictions de manifester qui sont strictement illégaux. Ils le font alors qu'ils sont représentants de l'état de droit. Ils le font en disant de toute façon ça sera cassé par le tribunal administratif, mais ils le font. C'est ça qui me pose un véritable problème sur la dérive. C'est-à-dire que vous êtes préfet, vous ne signez pas par définition un arrêté dont vous savez parfaitement qu'il est illégal. Pour information, c'est très important, les auditeurs de Sud Radio participent à la consultation. Pour l'instant, vous dites non, nous ne sommes pas favorables à l'utilisation des drones dans toutes les manifestations publiques à 80%. Nous partons au standard, Cécile. Absolument, avec Arnaud. Arnaud, vous êtes avec nous ? Oui, je suis là. Votre avis sur ces drones, vous êtes plutôt à dire oui ou non? Enfin, pour l'instant, non. Même si mais c'est... après, il n'y a pas que les drones qui existent. Il y a aussi Google qui passe pour filmer toutes les maisons. Enfin, il n'y a pas que les drones. Google Earth, vous voulez dire? Ouais, voilà, ouais. Et en fait, qui filment toutes les maisons. En fait, aujourd'hui, on est fliqués de partout, quoi. Oui, non, mais à un côté, franchement, et ça veut dire que si tu le laisses dans des mauvaises mains, objectivement, ça veut dire que tu peux surveiller tes opposants politiques. Pourquoi on partirait du principe qu'à partir du moment où on est dans une démocratie, les gens sont blancs-bleus. Les nouvelles écoutes téléphoniques, finalement, c'est ça. Maître, quel recours il y a sur ce sujet-là aujourd'hui? C'est toute la difficulté, c'est qu'en plus, la pratique actuelle du gouvernement fait tout pour que les gens ne puissent pas exercer leur recours. Par exemple, les décrets sur les drones dans les manifestations sont souvent publiés quasiment au moment où la manifestation commence, voire même après. Comment voulez-vous qu'on saisisse un tribunal dans ces conditions? C'est très simple, le tribunal va répondre « Ah j'ai pas le temps de juger ». Et du coup, il y aura quand même un drone au-dessus de la manifestation qui enregistrera les gens, etc. Et ce qui est encore plus grave, si vous voulez, c'est qu'il est bien évident que ces moyens modernes de maintien de l'ordre, mais vraiment, enfin, il faut avoir en tête que on comprend aussi les forces de l'ordre qui veulent des moyens corrects, enfin, des choses, voilà, d'aujourd'hui. Mais ces moyens modernes, ce qu'il est déjà prévu, par exemple, c'est de commencer à projeter des marqueurs ADN sur les manifestants pour pouvoir les suivre. Et par exemple, vous voyez quelqu'un qui est quelque part, vous allez projeter du marqueur ADN, et à partir de là, si vous le retrouvez 500 mètres, 2 km plus loin, vous saurez que c'était lui qui avait fait cette action dans la manifestation. Donc on va se servir des drones de cette façon, mais on ne sait pas comment fonctionneront les marqueurs, on ne sait pas comment ils seront établis, on ne sait pas quel type d'infraction. Mais ça, on peut le savoir à terme. Votre rôle, c'est d'alerter, mais effectivement, on peut le savoir. Le problème, c'est parce qu'il y a de la sécurité aussi. Mais tout le souci, c'est qu'ils ne veulent pas jouer la transparence, et c'est la même chose pour les Jeux Olympiques. Il y a 2 jours a été adopté un texte qui fait qu'on pourra autoriser les traitements algorithmiques sur les images issues de vidéosurveillance pendant les Jeux Olympiques. Donc aussi bien les caméras en ville que les caméras sur drone. Et à partir du moment où on commence à avoir également du traitement algorithmique, si vous voulez, sur le fond, en démocratie, on est censé se dire qu'il n'y a pas de grosses difficultés, qu'on a le droit de donner des moyens importants à nos forces de l'ordre. Bien sûr, après tout, ils ont déjà des armes à feu, ils ont déjà, surtout déjà sur de tels événements. Mais le souci, c'est l'attitude du gouvernement dans la gestion actuelle de ces nouveaux moyens. Où ils font comme si aucune règle ne s'imposait. Sébastien Ménard. Bon, sur la protection de la vie privée et des données personnelles et de la captation des données, il y a quand même la France, on n'est pas, et tant mieux, le dernier de la classe, et en Europe et dans le monde. Donc il y a quand même, je pense, même si maître, vous avez raison, parce que vous n'êtes pas un ayatollah anti force de l'ordre, en tout cas. Force de l'ordre. Oui, donc merci déjà pour ça. Après, moi, je rejoins aussi Philippe Bilger, c'est que dans la mesure où on a la criminalité, la délinquance, qui parfois vient s'implémenter dans des manifestations, dans des rassemblements populaires, et on sait bien que la violence quelque part se complexifie et utilise tous les outils technologiques quelque part pour commettre un certain nombre de méfaits. Donc on peut tout à fait imaginer que
et vous êtes d'accord là-dessus, que les forces de l'ordre aient aussi des moyens technologiques. Moi, là où j'aimerais juste amener un petit bémol, c'est qu'il existe quand même aujourd'hui, je le répète, un certain nombre d'outils, ce qu'on appelle des couches d'intelligence artificielle. Vous avez ça dans votre smartphone, quand vous faites vos selfies, vos machins, vous avez la petite caméra qui vous suit du regard, etc. Les drones peuvent tout à fait faire ça, c'est-à-dire fuir les fenêtres des particuliers, se focaliser sur des gens qui courent, sur des gens qui effectivement font, et là tu as raison Françoise, franchement, qui font. Mais est-ce que c'est le fait de pouvoir ou le fait, et je pense que c'est leur problème, de le faire, d'être certain que c'est fait, c'est ça le souci aussi. On peut mettre en place des garde-fous en France. Non, mais c'est pas ça ce que dit l'avocat. L'avocat, il dit le gouvernement s'assoit sur son propre texte. Enfin, vous faites comme si la démocratie était quelque chose d'inaliénable et que non, moi je suis inquiète quand des gens comme Darmanin et les couches que je ne vois pas utilisent ce genre d'outils. Non, je n'ai plus confiance dans la dérive illibérale du gouvernement. Du 19 avril 2023, rappelons-le. Oui, Philippe, allez-y. Non, je disais à Françoise, c'est en effet le gros problème. Qui a confiance ou qui n'a pas confiance? Moi, je n'ai plus confiance, en vraiment. ce qui me concerne, j'ai une confiance. D'accord. Moi, je l'ai de moins en moins. Je ne suis pas radicalement contre les drones. Mais ça n'interdit pas les inquiétudes de Maître Souffron. Oui, puis la confiance est très clairement exprimée. Merci beaucoup, Maître Jean-Baptiste Souffron. On vous rappellera, si vous le permettez, pour la suite du dossier. Avocat d'Adelico, Association de défense des libertés constitutionnelles, qui a formé, je vous le rappelle, un recours contre le Conseil d'État contre ces drones. Merci d'avoir été avec nous, et tout de suite notre jeu, le quiz de l'actu. Et on envoie un drone pour voir qui triche. Attention. Chers amis, bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois et Sébastien Ménard et mon nouveau meilleur ami Frédéric Brindel. Pourquoi nouveau? On ne sait pas, peut-être dans une autre vie déjà. Non, vous emballez pas. C'est le destin qui veut ça. Vous emballez pas. Et notre... Dans la prochaine, surtout. Parce que là, ça a l'air un peu râpé pour l'actuel. Elle vous refuse. Bienvenue dans le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le quiz de l'actu qu'on appelle aussi qui c'est qui l'a dit. Et avec Arnaud, qui c'est qui l'a dit? C'est bien. Voilà. Et Arnaud est avec nous. Arnaud, oui. Arnaud, vous allez devoir choisir votre adversaire ce soir. Donc on dit Françoise. On dit Françoise. Vous relevez un sacré défi, Arnaud. Vous relevez un sacré défi parce que Françoise est très calée. Je l'aime bien, Françoise, parce qu'elle a un fort parler. J'aime bien sa personne quand elle parle. D'accord. Nous aussi, mais donc ça veut dire que vous jouez contre moi? Oui. Ouais. Oui. Ah bon, allez, mais qui aime bien châtie bien. Première question. Qui c'est qui l'a dit? J'ai l'impression d'être un revenant, un survivant. Je n'ai rien lâché. J'ai un mental d'acier. Je serai à l'antenne début septembre. Drucker. Oui. Michel Drucker. 2-0. Ouais, 2-0, ça démarre mal. 2-0 pour Françoise contre Arnaud. Alors, question, qui c'est qui l'a dit concernant le député LFI Carlos Martins Berlingo? Villalongo. Villalongo, c'était marqué comme ça, ils se sont trompés. Je me dis, il y a bien un problème. Alors, cette cabale menée à coups de fuite judiciaire et d'informations erronées contre mon camarade est insupportable. Ce n'est pas Mélenchon. Mais c'est Garrido, c'est Raquel Garrido. Ce n'est pas. Non, alors c'est Corbière. Dites Arnaud, on vous écoute. Arnaud. Ruffin. Non. Oui, Philippe Bilger. On les a tous fait. C'est un point là, parce qu'il y a l'énumération. Non, deux. Mais t'es vraiment gonflé. Mais non, mais pas du tout. C'est pas parce qu'on est 12 contre toi. D'autant que ça va chez notre auditeur Arnaud. 2-2, c'est bien. 2-2, on est égalité, c'est bien. Qui c'est qui l'a dit alors qu'il a 78 ans? Je suis encore plus âgé que le Festival de Cannes. Pierre Lescure. Ah oui, je sais. Arnaud. Je l'ai. C'est un acteur. Mais c'est comment il s'appelle? C'est Michael Douglas. 3 points pour nous. Non, 4. On est à 4 points. Non, mais quand on répond à une question difficile, on a 3 points. Oui, mais c'est nous qui décidons si elle est difficile ou pas. 4-2. Merde. Question,
Qui c'est qui l'a dit sur l'utilisation de l'article 40 pour la proposition de loi du groupe Lyotte? Je cite, est-ce que Madame Borne remet en cause la séparation des pouvoirs? Est-ce que nous sommes une démocratie ou un système autocratique? Charles de Courson. C'est pas facile. Non. Bernard, le président du groupe Lyotte. Mais c'est pas Bernard. C'est pas Bernard. Bertrand, mais c'est bon. Ouais, mais alors Bertrand comment? Bertrand, Pépé, non, je sais pas. Blanchet. Bon, mais tu me donnes un point, voilà. Oui, c'est pour vous. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est François. C'est François. Je trouve que c'est un discours mesuré et de bon sens, Françoise. Qui c'est qui l'a dit? Ma carrière politique s'arrête aujourd'hui. C'est un maire. Le gars, c'est le gars. Non, vous l'avez dit en même temps. Je dis, Vous l'avez dit en même temps. Impartial. Dernière question. Yannick Morez, et je rappelle bien Attention sûr Arnaud, que... dernière question. Et je rappelle que Sébastien Ménard peut jouer. Égalité parfaite. Sébastien Ménard peut jouer. Hein. Ouais. Qui c'est qui l'a dit? Il ne se passe pas un jour ou presque sans que le président de la République n'annonce de nouvelles dépenses. Les économies sont malheureusement plus rares. C'est Retailleau? Non. Non, c'est... Ciotti? Non. Vioquier. Arnaud, vous dites Au-dessus quoi? de Retailleau, c'est Larcher. J'ai gagné. Eh oui. J'ai gagné. Sauf que ça vaut aucun point, parce que au-dessus de... Cécile est adorable. Non, mais qu'est-ce qu'il dit Arnaud? Arnaud, vous dites quoi Arnaud? Non, tu le savais. Arnaud, vous dites quoi? Bah, je dis qu'elle est trop forte. Ouais, bah voilà. C'est une victoire dans le temps Et additionnel. mes amis, je suis au regret de vous dire que je vais devoir applaudir Françoise Legoire. Et la prochaine fois, Arnaud, vous choisirez de vous battre contre Sébastien Ménard. Oui, ça sera mieux. Oui, parce que en fait, vous êtes sûr de gagner dans ce cas. Allez, vous restez avec nous. Combien? 6-4? C'est 1-7, oui, ça se joue en 1-7. Ah ouais, c'est ça. Vous restez avec nous dans un instant. Le coup de cœur de Frédéric Brindel. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et puis, on reviendra sur l'actu des vraies voix. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Merci d'être avec nous, merci de nous accompagner tous les jours jusqu'à 19h avec Philippe Bilger qui est avec nous, avec Françoise Degois qui est avec nous, aussi avec Sébastien Ménard. Tout va bien les amis? Il est là. On était en train de s'interroger, Cécile, pour tout vous dire, sur Wembanyama, et on se disait, est-ce que Victor, est-ce que ce jeune homme vaut tous les éloges? Écoutez, LeBron James qui disait, c'est un alien, je n'ai jamais vu. Vous savez qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas de quoi vous voulez parler. Alors ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est devenu la star, je suis certaine que tous les gens qui nous écoutent... des Spurs, non, mais les gens qui la star Tony Parker. Oui, non, mais les gens qui n'aiment pas le sport ne savent pas qui c'est. C'est pour ça que c'est... Je ne crois pas, parce que je pense que il est déjà métasport, il est déjà... Ah bon, d'accord. C'est pour ça que c'est important de recontextualiser, de dire ce que c'est. Mais Cécile est un peu vexée parce qu'il fait genre 9 têtes de plus que Cécile. Oui, d'accord. Il n'y a pas que lui, malheureusement. Franchement, 2m20, excuse-moi. 2m20, c'est ça? 2m22. Ouais, 2m22. Bon, voilà, c'est tout. C'est deux fois. Et on disait quoi? C'est 2 fois Sébastien Ménard et 2 fois Philippe Bilger. Non, on disait qu'on est en train de fabriquer une icône et que c'est extraordinaire pour le sport français, mais que c'était peut-être un peu rapide. Voilà, c'est tout ce qu'on se disait. C'est bien déjà de le dire. C'était la minute sport. Allez, tout de suite le coup de cœur de Frédéric Brindel. Oui. Ah, mais oui. Les vraies voix Sud Radio. Et le coup de cœur à la France qui interdit de choisir les critères physiques de son donneur pour la procréation médicale assistée. Oui, par infertilité, par homosexualité, certains couples s'en remettent au don de sperme. C'est un acte décisif. Pour une femme, tout d'abord. Je veux tout simplement une boule de moi portée à l'intérieur pendant près d'une fois. Un miroir qui sourit quand je ne souris pas. C'est beau, Diane Tell. Et puis pour un homme aussi, qui deviendra le papa biologique, adoptif, de cœur, de rété circule sur Instagram. En France, vous pouvez choisir le profil du donneur de sperme, cheveux, yeux, poids, taille, ethnie, origine. Allez-y, faites votre choix. Je préfère avec 50 plus. Et puis surtout avec une tombe légèrement dégarnie. Alors là, ma chérie, écoute... Non, moi je vais vous paraître un peu vieux jeu, mais malgré mon passé mouvementé. Mais je les aime grands, exagérément musclés, et surtout le cheveu blanc et en
m'embrasse. Eh ouais, le nazi, quoi. Oui, nous sommes donc en présence d'une banque de sperme à la commande, un catalogue, un eBay en provenance du Danemark. La société s'appelle Cryos International, comme s'il était possible de ressembler à son enfant non biologique. Je suis blond et tu es blond. Tu as les mêmes yeux que moi. Tu es la réussite que je n'attendais pas. Nous deux, c'est une histoire d'homme. Ne va pas le dire à ta mère. Alors qu'on se le dise, en France, l'assistance médicale à la procréation n'autorise pas le choix du donneur. Notre pays est un des plus réglementés au monde. À quoi bon choisir de toute façon ? Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc, il a le cœur pur, il est toute innocence. Qu'il soit né d'amour ou par accident, malheur à celui qui blesse un enfant. Alors oui, la sélection physique du donneur, et pourquoi pas la sélection intellectuelle, et puis le clonage via l'intelligence artificielle. A-t-on à ce point anticipé le lien de l'enfant avec son père ? Enfin, son donneur dans ce cas-là. Le père de Violette, il est où ? Il est parti, il est mort. Il va jamais la voir. Bah, moins depuis qu'il est mort. Mais vous êtes toujours à l'ouest comme ça, là ? Très bon film de Patrice Elbé. Donc c'est une question essentielle. La position de la France ne procure ce coup de cœur parce que oui, est-ce qu'on a raison dans cette histoire ? Qui sommes-nous ? Que voulons-nous être ? Et ce que nous voulons transmettre à nos enfants qui sont autres, rappelons-le, et l'autre, c'est l'autre. On voudrait tous être quelqu'un d'autre, juste une fois dans sa vie, que tout soit si différent. Merci beaucoup Frédéric Brindel. C'est une grande question. Est-ce qu'il faut donner la possibilité aux gens de choisir ? C'est toujours très compliqué. Moi, je pense que oui. En Belgique, par exemple, c'est très souple. En Belgique, en Grèce, vous avez absolument le droit. En Espagne, tu as droit à deux Bien critères sûr, tu as. Mais par exemple, en Belgique, mais bien sûr, quel est le problème ? Quel est le souci ? Il ne s'agit pas de clonage. Deux critères honorables, tu vois. Oui, couleur des yeux. Oui, couleur des yeux. Les yeux bleus et la taille. Bien sûr, moi, c'est pareil. En Belgique, c'est pas. On est loin. Ça n'a rien à voir avec le clonage ou l'intelligence, etc. C'est des critères vraiment biologiques précis. Si je puis dire quelque chose, pour vous, on a demandé 2 critères, des cerveaux et de l'autodérision. Et on vous a eu. Allez, tout de suite. On n'a pas ça. On n'a pas les cerveaux. La connerie, oui. Le top clic avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Ah non, j'ai dit que vous étiez justement intelligent et avec de l'autodérision. Bien sûr. Et Félix Mathieu, la France Insoumise fait bloc autour de Carlos Martins Bilango, après la nouvelle révélation de la presse à son sujet. Le député LFI du Val d'Oise aurait bénéficié jusqu'en décembre 2022, soit 6 mois après son élection, d'un logement social qu'il sous-louait à l'une de ses sœurs à Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise, selon BFM TV, et ce alors qu'il était dans le même temps devenu propriétaire de 2 autres appartements. D'après la chaîne, le logement social de Carlos Martins Bilango figure dans le signalement de Tracfin, la cellule de renseignement financier du ministère de l'économie, cellule qui a conduit le parquet de Pontoise à ouvrir récemment une enquête pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux. La présidente de son groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, en tout cas, s'est montrée très agacée ce matin, justement sur BFM TV. Il y a des fuites qui sont feuilletonnées sur la personne de Carlos Martins Bilango avec des éléments dont la presse nous fait écho, BFM et Le Parisien, mais sur lequel l'intéressé lui-même n'a aucun élément précis de ce qui lui est reproché, si ce n'est ce qui est dans la presse, qu'il dément. Et moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait des fuites illégales qui permettent ensuite à ce qu'un intéressé ne puisse pas lui-même avoir connaissance des éléments. Et lorsque lui-même n'a ni été convoqué ni mis au courant, je trouve ça problématique. Sur la question de son logement social. Ensuite, on parle d'un logement familial dans lequel il a habité à partir de 2013 quand sa mère est morte lorsqu'il avait 22 ans. Sa sœur vivait avec lui dans le logement et donc il a essayé de voir avec le bailleur s'il était possible que sa sœur puisse continuer à vivre dans l'appartement familial.
cela n'a pas été possible. Il a rendu l'appartement social. À propos de ce logement, Carlos Martins Bilongo explique dans un communiqué avoir bénéficié d'un logement social conformément à ses conditions de ressources en 2013 après le décès de sa mère alors qu'il était apprenti. En 2018, dit-il, j'ai acquis 2 logements avec des prêts immobiliers, l'un en investissement locatif, l'autre pour mon futur logement personnel impliquant de lourds travaux qui ont été réalisés jusqu'à mon départ du logement social dans lequel je résidais avec ma sœur. Sa sœur qui a ensuite, dit-il, pu le libérer ce logement fin 2022. C'est ce qu'il précise dans son communiqué, disant avoir informé le bailleur social qui n'a rien trouvé à redire. Carlos Martins Bilongo, 32 ans, qui est aussi soupçonné d'avoir dissimulé un peu moins de 200 000 euros aux autorités de 2018 à 2022, ce qu'il conteste là encore. C'est intéressant parce que le Tracfin affirme via BFM qu'il a un compte à l'étranger à son nom. Il dit que c'est absolument faux. Moi, je fais gaffe parce que depuis l'affaire du point Garrido-Corbière, vous savez, sur la fausse nounou, etc., je trouve que les arguments de Bilongo tiennent debout, surtout le fait que le bailleur social... Mais après, je sais pas, je suis pas dans l'enquête de Tracfin. J'avais écouté en détail Bilongo, le député Bilongo, chez Bourdin. Il ne m'avait pas convaincu. Franchement, ben, c'est pas pour ça qu'il est coupable. Il était sur Sud Radio, effectivement, avec Jean-Jacques Bourdin. Ouais. Voilà, il faut faire attention. Moi, j'ai vécu de plein fouet Ségolène et le parquet national financier, avec grand renfort, alerte AFP, le parquet national financier, qui s'est soldé par rien du tout, non-lieu, et même pas les excuses du parquet national financier. Ça regarde un petit peu, parce qu'on n'a pas... Pardon, François. Je dirais que moi, je connais pas ce parlementaire, mais je connais son prédécesseur. C'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Vu la manière de la campagne dégueulasse qu'ils ont fait contre François Pupponi à Sarcelles, il était logique que ce jeune député, avec évidemment toute la présomption d'innocence, etc., qui sied au droit français, à un moment donné, soit lui aussi éclaboussé par des affaires qui n'en sont peut-être pas, Françoise. Mais voilà. Mais en tout cas, ça me paraît pas. Ça vient assez régulièrement. Voilà. Ça me paraît pas complètement déconnant. Retrouvons Félix Mathieu et coup de théâtre très cruel en Colombie. Nous en parlions tout à l'heure, si vous étiez avec nous sur Sud Radio. Les 4 enfants, finalement, suite au crash de l'avion, n'auraient pas été retrouvés, Félix. Oui, le président colombien avait annoncé sur les réseaux sociaux que ces 4 enfants victimes d'un crash d'avion avaient été retrouvés sains et saufs après 15 jours d'errance dans la jungle colombienne, ce qui évidemment avait réjouit tout le monde, le pays étant tenu en haleine par ce qui leur arrive. Sauf qu'il vient, le président, de revenir sur ses propos sur Twitter. Il indique que les recherches en fait se poursuivent. J'ai décidé de supprimer le tweet car les informations fournies n'ont pas pu être confirmées. Je regrette ce qui s'est passé, c'est ce qu'il écrit. Les forces militaires, les communautés indigènes poursuivent leurs recherches sans relâche. Apparemment, il y avait eu un problème de communication entre les équipes sur le terrain et la capitale et la présidence, vu les communications difficiles dans cette jungle colombienne. Donc c'est effectivement un démenti et un effet assez dramatique. Merci beaucoup Félix Mathieu, ce qui prouve l'importance aussi, les drames avec les réseaux sociaux, de vouloir tout de suite communiquer sur des choses. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants avec le tour de l'actu des vraies voix. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Et avec Françoise Degois, avec Philippe Bilger et Sébastien Ménard, pas Ménoir, ça sonne beaucoup moins joli. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Tu as regardé les actualités régionales? Tour à tour, finot. On va faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Et cher Philippe Bilger, on démarre par vous. Le féminisme militant n'est pas injuste tant qu'il continue de considérer comme coupable des hommes exonérés. Oui, alors très vite, Cécile, hier, ce matin, j'étais dans une émission et j'ai constaté que, par exemple, Sandrine Rousseau avait mis dans un tweet le nom de 4 personnalités qui sont exonérés apparemment soit par des non-lieux, soit par le fait que on n'a pas pu les poursuivre. En tout cas, ce qui m'inquiète un petit peu et très vite, c'est qu'on continue à les considérer comme coupables, et d'autre part qu'il me semble que même si j'approuve le principe du mouvement MeToo, il faut aussi que les militantes acceptent le fait que parfois les rapports humains sont complexes et que la femme
femme peut avoir parfois une légère part de responsabilité dans la dégradation des choses. Bon, le tour de table de Françoise Degois. Virginie Efira est une actrice formidable et tolérante vis-à-vis d'Adèle Haenel et Blanche Gardin. Oui, alors ça va un peu dans le même sens du sujet. J'ai trouvé Virginie Efira extraordinaire. Hier, je l'ai vue chez Quotidien, chez nos confrères de Quotidien. Je l'ai trouvée extraordinaire de simplicité. Elle est fraîche, hein. Elle est fraîche. D'abord, c'est une super actrice, on en conviendra tous. Mais elle est fraîche en ce sens qu'elle dit voilà, Adèle Haenel et Blanche Gardin, en fait, je les admire. J'admire les gens qui vont jusqu'au bout de leurs convictions. Le texte d'Adèle Haenel est très dur, on en avait parlé dans Les Vraies Voix. Mais moi, je n'ai pas cette capacité. Je ne peux pas faire la révolution, mais je pense que peut-être il faut une révolution. Et en réalité, voilà, je les juge pas et au contraire, je les admire. J'ai trouvé ça vraiment magnifique dans un moment où c'est assez binaire, hein, la façon de débattre, etc. Et ben, j'ai trouvé qu'Efira était sur une bonne ligne, pas forcément complaisante, en disant voilà, moi j'ai pas ces qualités, moi je vais aller à Cannes, je vais aller sur le tapis rouge, mais quand même, je regarde ces femmes-là et je me dis quand même, elles ont de la force. Elle est belge et très ouverte. Les Belges sont très ouvertes. Oui, moi j'adore. C'est de la sincérité ou de l'habileté? Je pense que c'est de la sincérité. Moi je l'ai senti hier, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai senti très sincère, pas du tout habile, elle a rien à gagner, elle s'en fout. La Belgique a quelque chose de très tolérant. J'allais vous le dire, j'adore Bruxelles, c'est une ville où je vais souvent et je suis toujours sidéré par la gentillesse des Belges. Absolument. On peut faire de généralité en même temps. Il y a des Belges cons et puis il y a des Belges super. Non, mais il y a un climat, elle a raison. Non, Cécile a raison. Moi j'ai habité 6 ans en Belgique. T'as y habité, ah ouais, d'accord. 6 ans en Belgique, je peux vous assurer que la Belgique est un exemple sur plein de points. Je vous ennuie là? Oui. C'était Sébastien Ménard qui va parler des jours fériés. Justement, oui. Moi, je voudrais vous parler d'une spécialité bien française, les jours fériés. Évidemment, il y en a d'autres dans le monde, mais chez nous, il y en a quand même pas mal. On pourrait débattre à l'envie de savoir s'il y en a trop ou s'il y en a pas assez. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette vérité? Un débat idéologique sur ce qu'est le travail et la place du travail dans notre société. Mais il y a aussi, et je vais vous étonner, la question du loisir, le rapport au loisir et à la vie et au plaisir. Vous le savez, je suis un homme qui bosse beaucoup, mais j'aime la vie. Et je suis de ceux qui revendiquent le droit au plaisir face à ceux qui revendiquent le droit à la paresse. Paresse que moi, je trouve personnellement mortifère. Nous avons tous des souvenirs heureux, et on l'a vu en venant à la radio ce jour, des souvenirs heureux de jours fériés qui s'inscrivent dans la culture populaire. On voit finalement des sourires et du plaisir à chaque coin de rue. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ces moments de jours fériés? Ce qu'on veut. Hein. On peut jardiner, on peut nager, on peut aussi, pour faire plaisir à tes amis, on peut faire des barbecues aussi, c'est pas mal, des barbecues. Et voilà, parce qu'en fait, ces moments, évidemment, d'oisiveté, de partage en hyper-proximité sont aussi des moments économiquement importants. Alors oui, on peut vendre, ma très chère Françoise Degois, des entrecôtes à 35 € dans des restaurants blindés. Et puis on peut lire aussi. On peut bricoler, voilà. On peut faire du sport. Alors moi, je ne revendique, vous imaginez bien, pas plus de jours fériés, mais je revendique des jours fériés quelque part mieux occupés, occupés à lire, à s'aimer, à partager, à flâner, et puis surtout à venir discuter avec mes amis des Vraies Voix chez Sud Radio. Des jours fériés qui n'en seraient plus. Exactement. Ceci dit, là où tu as raison, tu n'as pas développé, mais il y a une vieille légende qui dit que la France est championne des jours fériés. C'est absolument faux. C'est totalement faux. Vous avez beaucoup plus de jours fériés, par exemple au Japon, ils ont moins de vacances. Vous avez beaucoup plus de jours fériés en Italie, vous avez beaucoup plus de jours fériés au Canada, c'est pas les mêmes, mais voilà, on n'est pas les champions de la lézarde. Il y a quelque chose que vous avez oublié, c'est que les jours fériés, on peut aussi s'occuper des autres. C'est pas mal ça. Et s'engager pour les autres. C'est ce que vous faites avec nous. Oui, mais c'est votre travail. Non, vous savez qu'il faut quand même que les gens comprennent qu'on est le quota Cotorep, Ménard et moi. Bilger, non, parce qu'il est avocat général. On est le quota. Ça date pas d'aujourd'hui. Voilà, bien nous sommes le quota adulte en difficulté. Et nous remercions, si après, Cécile de Mémilibus, Philippe David, Patrick Roger, Frédéric Jouve, de bien vouloir nous accueillir pour notre réinsertion. Voilà, c'est Merci. ça. Merci beaucoup. En ce jour férié, donc, de l'Ascension, qui est un jour religieux. Il y a beaucoup de jours fériés qui sont religieux. Absolument. Absolument. Bien sûr. Et nous montons, pas au ciel, mais dans les audiences. Et nous en remercions. Dans un instant, le coup de cœur des Vraies Voix. Pourquoi? Et c'est grâce à vous, les amis. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Grâce à ce que vous apportez tous les jours à cette émission. Vous nourrissez, vous débattez. Certains plus que d'autres. Vous en doutez. À tout de suite, les amis, à tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Ménibus.
Bienvenue, chers amis, dans Les Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard est avec nous, bien sûr, et je suis avec Frédéric Brindel. Oui, je suis là. 20h et en tout cas jusqu'à 19h avec vous. Et tout de suite, le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et l'association Outrance est intervenue dans des classes de 4e à l'école alsacienne pour aborder la question des discriminations sous toutes leurs formes. De nombreux parents d'élèves se sont offusqués, remettant en cause une rencontre qui aurait, selon eux, tourné à la propagande en faveur du militantisme trans. Pour le directeur du collège-lycée, l'objectif n'a pas été atteint, Frédéric. Oui, l'objectif était d'évoquer les discriminations LGBT et de lutter contre les stéréotypes à l'école. Même si l'homosexualité et la transidentité sont des thèmes intégrés au programme de l'éducation morale et civique, ils ne sont pas forcément abordés. Alors les collégiens de 4e de cet établissement privé parisien se sont vus expliquer que, alors je cite, c'est repris dans l'article du Figaro, si un adolescent n'est pas bien dans sa peau, c'est qu'il peut être trans, ou encore être trans c'est un feeling, ou encore dire qu'il y a seulement 2 sexes, c'est une représentation datée et c'est faux, ont déclaré les intervenants. Qu'en pensez-vous, vous les auditeurs de Sud Radio? Et en plus, Cécile, nous avons l'invité adéquat pour répondre à toutes vos questions. Absolument, et à cette question justement que l'on vous pose sur nos réseaux sociaux, est-ce que vous pensez effectivement que c'est le rôle des collèges d'évoquer la question du genre sexuel? Pour l'instant, vous dites en majorité non. Anaïs Perrin-Prével est avec nous, coprésidente de l'association Outrance. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je sais que c'est compliqué, puisque aujourd'hui tout le monde est tombé un peu à bras raccourcis sur vous. On va revenir sur cette information. D'abord, Philippe Bilger. On peut dire effectivement juste un mot, Cécile. Vous avez attaqué et c'est Sud Radio qui vous donne le droit de vous exprimer. Enfin, on n'a pas attaqué, on est attaqué. Vous avez été attaqué. Voilà, oui, j'ai dû mal m'exprimer. Voilà, Peut-être on que je n'a pas pensais été avoir général, tu t'exprimes mal. Pour faire une réponse qu'on n'est pas assez. Philippe Bilger. Alors, je suis très heureux d'entendre Madame tout à l'heure. Moi, évidemment, je considère que depuis plusieurs années, l'école a abandonné ses fondamentaux, ce que j'appelle les fondamentaux, les enseignements de base, et qu'elle pâtit d'une force centrifuge qui détourne de plus en plus l'école de sa mission essentielle. Et je continue à le penser. Pour moi, ça n'est pas le rôle de l'école. L'éducation, sur ce plan-là, n'est pas affaire à l'école. On lui demande autre chose qui est tellement difficile à réaliser qu'en réalité, je pense que c'est pour fuir la difficulté de sa tâche essentielle qu'on va vers des données périphériques qui n'ont rien à voir, de mon point de vue, avec la mission de l'école. Je vais vite. Moi, on fait juste le tour. Je suis tout à fait en contradiction avec vous, Philippe, vous le pensez bien. Moi, je pense qu'au contraire, si on n'en parle pas à l'école, si on n'en parle pas à ce moment précis de l'histoire et du développement d'un ado et d'un jeune adulte, eh bien, on n'en parle jamais. Combien d'homosexualité rendue douloureuse, souffrance, des générations entières n'ont jamais pu exprimer ce qu'elles vivaient. Moi, je trouve que c'est une libération. Je ne crois pas du tout que ça soit périphérique. Je pense qu'au contraire, c'est essentiel et que être un républicain, un citoyen d'une république, c'est être capable de dire on est unis dans la diversité et parler, exprimer ce qu'est la diversité. Je trouve ça formidable. Moi, peut-être que je suis woke, que je m'en fous, j'assume. Mais je trouve quand même que il y a une ouverture de cœur, une ouverture de vie. Ça n'enlève rien à ce qu'on enseigne à l'école, de mon point de vue, mais ça permet vraiment, peut-être aussi de soulager des mômes. Peut-être que vous avez des mômes à 13 ans qui se retrouvent attirés par leurs copains d'à côté et qui se disent mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et des tourments sans fin. Combien de générations ont été tourmentées par ça? Eh bien, si on peut sortir un peu de tourments, ça me va bien. Sébastien Ménard. Alors, l'ouverture des cœurs, oui. Le respect de la différence, oui. Le prosélytisme, comme c'est fait par un certain nombre de structures militantes, très engagées politiquement et intellectuellement, non. Voilà, clairement non. Moi, je suis papa d'un jeune ado, je suis papa d'une toute petite fille. Je n'adhère pas, je dirais, effectivement, je suis d'accord avec Philippe Bilger, à cette stratégie d'évitement. C'est-à-dire que finalement, on passe à côté du rôle premier
de l'école. Tu crois pas qu'on agrège? Moi, j'ai l'impression qu'on se très brillant. Bon, alors réponse. Je pense, pardonnez-moi Frédéric, je pense très clairement que l'école de la République, c'est effectivement l'école du respect, du partage, de la liberté, de la fraternité, de l'égalité, de la lutte contre toutes les formes de discrimination. Personne ne viendra me chercher là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Mais ce n'est pas, pardonnez-moi madame, ce n'est pas votre rôle, comme ça je vous tends une perche, ce n'est pas votre rôle d'éduquer mes gamins pour parler de tous ces sujets. Alors Anaïs Perrin-Prével, vous êtes donc coprésidente de cette association à outrance qui est mis donc devant plusieurs accusations: propagande, militantisme trans, prosélytisme en faveur du transgenrisme. Voilà ce que les parents de ce collège vous reprochent. Que dites-vous? Alors je vais peut-être répondre d'abord au débat qui vient d'avoir lieu là, si vous permettez, parce que en fait je crois qu'on est un peu décalé sur ce que l'on pense. C'est-à-dire, si on pense que réellement on est venu et que les associations LGBTQIA+ vont dans les écoles juste pour donner un cours sur ce que peut être la transidentité, ce que peuvent être les LGBTQIA+, et faire en sorte d'agréger des personnes, on est complètement en dehors de ce que l'on fait réellement, et on est complètement en dehors de la réalité. La réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'il y a 45% des élèves trans, c'est pas nous qui le disons, c'est un chiffre de l'ONU-SIDA, donc c'est un chiffre qui est connu, qui est établi par des grandes institutions, qui ont renoncé à leur scolarité à cause d'insultes et de propos transphobes ou homophobes. 45%. On est en décrochage scolaire complet. Donc monsieur, quand vous dites, c'est pas le rôle de l'école d'éduquer, nous on n'éduque personne. On fait simplement en sorte que les enfants trans aient le droit à l'éducation. C'est tout. Parce qu'ils n'ont pas le droit à l'éducation aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants trans n'ont pas le droit à l'éducation dans les écoles parce qu'ils sont exclus par leurs camarades, peut-être vos enfants, peut-être d'autres enfants. Vous avez des cas comme ça concrets? Mais on a des cas tout le temps. On parle de l'école alsacienne. Vous avez par exemple des cas, l'école alsacienne? Alors, j'ai pas de cas à l'école alsacienne spécifiquement, parce que l'école alsacienne. On reviendra sur l'école alsacienne si vous voulez après, mais nous on a des cas parce qu'on fait des groupes de parole pour les personnes trans et leurs proches. À Paris, il y a des cas. Et bien sûr qu'on a des cas. J'ai le cas d'une mère qui me racontait l'histoire de son enfant qui était en phobie scolaire depuis 7 ans. Le gamin a 14 ans. 7 ans de phobie scolaire à cause de sa transidentité, et avec cette idée de dire je peux pas la vivre. On parlait de l'école alsacienne, on va parler de l'école alsacienne. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école alsacienne? Il se trouve que nous, on fait partie... Les accusations sont lourdes à votre encontre. L'accusation, on va peut-être ramener les choses à leur réalité. À l'école alsacienne, qu'est-ce qui s'est passé? On intervient dans le cadre d'un projet qui s'appelle Collège pour l'égalité, qui est un projet qui est complètement ouvert, qui est clair, qui est financé par les institutions, qui est... complètement transparent, c'est avec l'association Ansaway. Sur le site d'Ansaway, il y a le nom de notre association. On est caché nulle part, contrairement à ce que dit le Figaro et ce que disent les articles qui sont utilisés, on est caché nulle part. C'était Ansaway qui était prévu et qui est financé par la municipalité de Paris et par le conseil régional. Et du coup, est-ce que vous avez fait votre travail d'aller voir sur le site de Ansaway et de regarder le projet Collège pour l'égalité sur le site de Ansaway? En consultant l'article et en vous demandant une réponse. Allez-y. Voilà, et c'est bien parce que vous nous demandez une réponse, ce qui n'est pas le cas du Figaro qui nous a pas contactés. Donc on est déjà sur un élément où on se pose la question s'il y a encore des journalistes au Figaro, parce que quand on accuse des personnes, c'est pas mal au moins de les entendre. Donc, merci de m'inviter. Voilà. Mais sur la base Ansaway, sur le site de Ansaway, vous pouvez y aller, il y a le projet Collège pour l'égalité qu'on peut trouver et qui explique bien que c'est fait en partenariat avec des associations, c'est dès la une. Il y a tout un projet à télécharger, et sur ce projet à télécharger, qui est à destination des écoles, vous avez toutes les associations qui interviennent, dont Outrance, sur les questions de stéréotypes de genre, de transidentité et des problèmes qu'il peut y avoir de transphobie et de LGBTQIA+ phobie. On n'impose rien à aucun établissement. L'école alsacienne a choisi notre intervention. A choisi notre intervention. C'est pas nous qui nous sommes cachés derrière qui que ce soit, et on se cache nulle part. On se cache strictement nulle part. Lundi matin, j'étais invité par le ministre de l'Intérieur pour travailler sur les LGBT-phobies. On était avec Gérald Darmanin, avec les autres associations LGBTQIA+. On est au Défenseur des droits, on est au comité d'entente LGBT+, du Défenseur des droits. Mardi, j'étais invité par l'Académie de Créteil pour pouvoir intervenir auprès des professionnels de l'éducation pour mieux accueillir les personnes trans. On n'est pas une association qui nous planquons derrière des personnes, on n'a pas besoin de ça. Une petite question, Anaïs Perrin-Prével. Est-ce que c'est pas... alors
c'est vous qui aujourd'hui êtes incriminé. Est-ce que c'est pas au collège, quand on a des enfants en bas âge, à demander aux parents, disons voilà, on vous fait une proposition, puisque vous savez qu'aujourd'hui 45% de nanana, est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse une réunion plutôt que de l'imposer? Je peux comprendre que ce que dit Sébastien Ménard, de dire bah moi je veux pas qu'on impose ça à mes enfants parce que moi je suis parent et je veux peut-être pouvoir leur dire différemment. Est-ce que c'est pas plutôt le collège qu'il faut incriminer? Alors, là, les interventions que l'on fait sont les interventions qui sont prévues par l'Éducation nationale depuis longtemps. Hein, c'est pas nouveau. C'est pas juste le plan qui est sorti mercredi qui en parle. Hein, ça parle déjà depuis pas mal de temps. C'est prévu dans le 4e cycle. Le 4e cycle, c'est 5e, 4e, 3e. Donc, on est en plein dans ces âges-là d'intervenir sur ces sujets-là. Que ça puisse se faire dans le cadre pour ce qui est de la transidentité sur l'éducation morale et civique ou sur l'éducation sexuelle et avec plusieurs associations, on s'est battu et on se bat encore contre le ministère de l'Éducation nationale parce que c'est censé être obligatoire. Et je crois qu'il y a moins d'un tiers des établissements qui réellement font cette éducation-là. Donc, il y a quand même une marge énorme, alors que c'est la loi. Hein. On ne parle que d'appliquer la loi. Et je vais aller jusqu'au bout sur la loi. Je vais aller jusqu'au bout sur la loi parce que la transidentité, c'est pas un truc idéologique qu'on a sorti du chapeau comme ça. Quand on écoute, quand on lit le Figaro, ça semble être venu nulle part. Pur et dur, voilà, c'est un truc, ça a été découvert l'année dernière, c'est tout neuf, etc. Non. L'identité de genre, qui en fait est une des manifestations de la transidentité et qui permet de protéger la transidentité, est protégée par la loi, par plein d'articles de loi, entre autres l'article 225.1 du Code pénal, que vous devez bien connaître, qui liste 24 critères de discrimination, dont l'identité de genre, l'orientation sexuelle, les mœurs, l'âge, le sexe, l'apparence physique, l'état de grossesse, le handicap, l'appartenance vraie ou supposée à une nation, une ethnie, une prétendue race, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous proposez de dire « Ah oui, mais sur ces sujets-là, c'est un petit peu difficile », c'est de dire « s'il y a des enfants trans dans la classe, on va demander aux autres parents s'ils sont d'accord. » Eh ben, on applique le même article avec la liste des 24 critères. S'il y a un enfant qui a une apparence physique qui ne nous plaît pas, on demande aux autres parents s'ils sont d'accord. Si on a un enfant qui n'a pas la couleur de peau qui va bien, on demande aux autres parents s'ils sont d'accord. Si on a un enfant qui a un handicap, on demande aux autres parents s'ils sont d'accord. Il y a même les caractéristiques génétiques. Donc si on a un enfant qui est roux, il faut demander aux autres parents. Non, non. C'est pas possible. Oui, donc l'identité de genre est protégée par la loi, mais les enfants. Là, vous faites un raccourci de ce que je fais. Pas un raccourci. Je vais exactement dans le même sens. Je vous dis simplement que si nos interventions que l'on fait, et c'est ce que je vous dis depuis le début, les interventions que l'on fait, c'est simplement pour dire, eh oh, il peut y avoir des personnes trans. Ça peut exister. On vous dit pas, soyez des personnes trans. On l'a jamais fait, on le fera jamais. Pourquoi on le fait pas? Mais vous leur dites que vous êtes transphobe, donc c'est assez violent ce qui a été dit là. Alors, les personnes qui disent ça sont les personnes qui n'étaient pas dans la salle. Maintenant, les enfants y étaient. Les enfants y étaient. Et ben, voyez, je vous ai amené des papiers. Allez-y. Ça a l'air de rien, ces papiers-là. Mais il se trouve que tous ces papiers que vous avez là, il y en a 65. Ces 65 papiers, vous voyez, ils sont écrits. Parce qu'il se trouve que quand on fait ces interventions, elles sont très cadrées, ces interventions. Et à la fin de ces interventions, on fait un questionnaire. Et les enfants répondent. Les enfants répondent. 65 questionnaires parce que 65 enfants qui ont une autre intervention. Sur les 65 enfants, quand on leur pose la question est-ce qu'ils sont satisfaits ou satisfaits de l'atelier, 92% disent qu'ils sont satisfaits de l'atelier. Sur les 65, il n'y en a que 5 qui ne sont pas satisfaits de l'atelier. Et pourquoi ils n'étaient pas satisfaits? Et les 5 qui ne sont pas satisfaits de l'atelier, quand on regarde sur les réponses qu'il y a réellement que 3 réponses négatives qui ressortent. Les autres, ils disent qu'ils ne sont pas satisfaits, mais après ils disent c'était super bien dans les commentaires. Bon, c'est des gamins de 12 ans, donc il ne faut pas non plus demander à avoir une rigueur absolue sur tous les points. Et les 3 qui nous posent problème, qui posent problème, pour qui ça a été une difficulté, il y a 3 arguments différents. Il y a une personne qui dit je suis non-binaire, on n'a pas assez parlé de la non-binarité. Oui, donc là, ça va dans votre sens. Ça va plutôt dans l'autre sens. Voilà. Deuxième personne qui dit on a trop parlé des femmes, on n'a pas assez parlé des discriminations que subissent les hommes. D'accord, très intéressant. C'est intéressant, mais voilà. Mais a priori, de la part des personnes qui étaient au moment de faire l'intervention, c'était très très dur. C'est-à-dire que le gamin, en l'occurrence, il rentrait tout le temps. Oui, mais les hommes, ils ont plein de problèmes. Arrêtez de parler du sexisme, ça n'existe pas. C'est les hommes qui en subissent. Mais on entend. C'est important. Bien sûr. Et la troisième remarque qu'il y a, et encore une fois, on est 3 sur 65. 3 sur 65. Il ne faudra pas écraser la majorité pour autant. La troisième remarque qu'il y a, c'est la seule qui serait un petit peu dans cet axe-là, qui disait que le sujet a peut-être été abordé avec pas assez de précautions. Une personne sur 65
Une personne sur 65. Voilà le point. Et je vous invite à lire tous les autres éléments. Bravo. Merci. C'était très clair. C'était très tolérant. Je voulais juste finir ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je voulais juste vous dire ce qu'il était tout à l'heure. Ce que je disais, c'est que est-ce que ce serait pas intéressant de parler aux parents, parce que l'éducation à la maison, elle se fait aussi par le prisme des parents, et d'éduquer les enfants, les parents, pour que de dire attention, on va parler de ce sujet, parce que je pense qu'il y a une méconnaissance. D'abord, on fait tous un peu certainement du déni. Il y a une méconnaissance des parents, et c'est peut-être plus facile à amener sur des sujets qui sont un peu graves, parce que alors, ça c'est quand même grave. 100% d'accord avec vous. C'est tout ce que je dis. C'est bien, 100% d'accord avec vous. Juste un point. Okay. Expliquez-moi comment je peux convoquer tous les parents pendant 2 heures pour leur apprendre ce qu'est la transidentité. Moi, je passe mes journées à faire des formations sur la transidentité, et la plupart des formations, les interventions en milieu scolaire, c'est tout nouveau. On le fait depuis cette année avec Ansoway. On a eu cette possibilité-là. Ça demande une force militante délirante. C'est vrai. Délirante. C'est vrai. Parce qu'on doit apprendre des personnes qui sont bénévoles dans des associations, oui, vous êtes qui tous prennent des journées, prennent des journées pour y aller. C'est 2 heures par classe, 2 personnes par classe. Non, mais vous avez 65 élèves en plus, c'est ça qui paraît. Où vous devez peser chaque mot. Moi, c'est ça qui me. C'est important. Je vais juste terminer sur ce point-là. Nous, la plupart des interventions que l'on fait, c'est auprès des adultes de l'éducation nationale. Parce que globalement, les enfants, sur l'identité de genre, ils savent à peu près de quoi on parle. Le sujet, c'est que c'est les adultes de l'éducation nationale qui ont vraiment du mal à accompagner les enfants trans. Et si votre enfant est trans, demain, j'aimerais que vous l'accompagniez. Malheureusement, en France, seulement 47% des personnes accueilleraient favorablement l'annonce de la transidentité d'un ou d'une proche. En Espagne, c'est 87%. Philippe Bilger, bien dans le micro, Philippe. Bien dans le micro. Cette manière d'aller informer, vous n'avez pas l'impression, enfin, c'est l'impression que je peux avoir, est-ce que vous ne créez pas, par cette information, des désirs, des exigences que, en réalité, on n'a pas encore? Est-ce que vous ne favorisez pas une sorte de confusion qui n'existe pas au prétexte, et j'ai bien compris, d'une information? C'est cela qui me gêne. Il me faudrait 3 heures pour ça, hein, mais c'est un peu plus compliqué que ça, c'est un peu plus complexe que ça. Dans la réalité, si on n'est pas une personne trans, on ne va pas devenir une personne trans parce qu'il y a quelqu'un qui nous en parle. Si on n'est pas attiré par... si on ne devient pas homo parce qu'il y a quelqu'un qui va nous parler d'homosexualité. Donc ça ne se fait pas par contagion, ce genre de choses. Donc il n'y a aucune raison que le fait d'intervenir dans une classe fasse que d'un seul coup... Sinon, on aurait 65 gamins, enfin 62, parce qu'il y en a 3 qui n'étaient pas d'accord, mais on aurait 62 gamins qui d'un seul coup seraient devenus trans. Ce qui n'est pas le cas à l'école alsacienne. Rassurez-vous, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Donc, le sujet, c'est de dire à un enfant, mais tu as le droit de te poser la question. Je vais juste terminer, parce que je vois que le temps avance, par juste un petit exemple pour vous. Il se trouve que j'ai 52 ans. J'ai commencé ma transition à 48 ans, donc il y a 4 ans. Je sais depuis que je suis gamine que je ne suis pas un garçon. Je sais que depuis que je suis gamine que, a priori, je suis, selon les termes qu'ils ont utilisés maintenant, une personne trans. Mais je n'ai pas pu le faire avant l'âge de 48 ans parce que pour moi, c'était juste simplement inenvisageable. Inenvisageable. Avec tout ce que ça peut impliquer derrière. De ne pas être en phase avec mon identité, de tous les enjeux qu'il peut y avoir autour de ça, de mal-être. Enfin, vous pouvez tout imaginer. Imaginez que vous, pendant 48 ans de votre vie, on vous impose de vivre dans un genre qui n'est pas le vôtre. On vous impose de vivre comme une femme, en l'occurrence pour vous. Parce que je suppute que vous êtes du genre masculin. Vous imaginez la violence que ça peut être dessus. Donc aujourd'hui, on a cette capacité d'ouvrir ça aux enfants. On a la capacité de dire à des enfants, bah écoute, si, ce qui a été mon cas, hein, moi quand j'avais 10 ans, mes parents m'ont envoyé voir un psy, sauf que c'était en 1980. Pensez bien qu'en 1981, les enjeux de transidentité, on était loin, quoi. Mais voyez les violences qu'il peut y avoir, la difficulté qu'il peut y avoir. Mais aujourd'hui, la législation française le permet. Hein, mais très largement, depuis 2016. Depuis 2016, c'est protéger l'identité de genre en France. Sébastien Ménard. Ben moi, je serais plutôt pour militer pour justement éduquer les parents, comme vous le faites auprès des professeurs et des enseignants. Moi, je préfère très clairement qu'on vienne sensibiliser les parents et les enseignants, et charge à eux, quelque part, d'expliciter et de partager tout ça, même si je comprends qu'on peut sauter 2 générations en allant très directement présenter, discuter, partager votre expérience de vie avec des enfants. Mais il y a un truc, comme l'a dit Philippe Bilger, malheureusement, j'ai moi aussi une sensibilité particulière. Je préfère discuter de ces sujets-là avec mes enfants. Et mon propre fils a été lui-même en 5e, en 4e et en 3e
à 3 années consécutives. Il ne cessait d'ailleurs de m'en parler. C'est quoi, c'est machin, t'en penses quoi, papa, etc., etc. Ça m'a pas gêné, je l'ai pas d'ailleurs empêché, je l'ai même pas dissuadé. Hein, il a participé à tous ces ateliers. Mais moi, ça me gêne, un peu comme Philippe, pour me dire que. Mais les enfants sont là. Les enfants, ils sont dans les écoles et les enfants se suicident. Vous bougez pas. Bougez pas. On revient dans un instant. On fait une petite pause. On revient dans un instant. Vous voulez, dites-nous ce que vous en pensez. Pour l'instant, vous nous dites non à 98% sur cette question. Est-ce le rôle du collège d'évoquer les questions de genre sexuel? 0826 300 300. On vous attend. À tout de suite. À tout de suite. Les amis, dernière ligne droite de ces vraies voix avec Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois qui est avec nous, et notre ami Sébastien Ménard aussi qui est avec nous. Et on revenait sur un sujet important, Frédéric Brindel, juste sur ce qui s'est passé dans ce collège alsacien. Une conférence pour les collégiens qui est dans un article assez long du Figaro et qui met en accusation cette association outrance d'avoir fait d'une certaine manière du prosélytisme. Ça tombe bien, la coprésidente de cette association, Anaïs Perrin-Prével, est avec nous. LGBT, lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, et vous y ajoutez queer, questioning, intersexe, bispiritualité, androgyne, asexuelle, ça fait beaucoup. Moi, j'ajoute rien du tout. J'ajoute simplement les plus dessus parce que l'idée, c'est que. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Il n'y a pas qu'une seule orientation sexuelle, il n'y a pas qu'une seule identité de genre, et il y a des discriminations qu'on reçoit. Pardon, 0826 300 300. Simon, pardon, bonsoir, vous vouliez réagir? Oui, bonsoir Cécile. Bonsoir. Voilà, je voulais réagir effectivement. Bon, comme votre intervenant précédent, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas le rôle de l'école. D'autant plus que il faut quand même prendre en considération l'âge des élèves auxquels on s'adresse pour justement parler de cette problématique. Moi, de toute façon, j'ai une réaction un peu plus générale sur tout ce qui est autour de LGBT, bon, qui semble être un sujet où le gouvernement actuel est très sensible. On sait pourquoi, mais je m'étonnerai pas plus longtemps là-dessus. C'est quoi ces sous-entendus? Oui, mais ça n'a pas lieu d'être comme voilà. Oui, non, mais je veux dire, il y a des sujets comme ça. Moi, je trouve que de mettre la focale sur ces sujets-là, c'est un peu essayer de faire sortir effectivement des problématiques qui, je pense, dans la société dans laquelle je vis, où on vit tous, c'est des problématiques qui se mélangent sans aucune problématique, et qui sont des choses maintenant qu'on estime naturelles. Donc, à force de vouloir faire ressortir comme ça des minorités, effectivement, on peut les aider pour essayer des fois d'outrepasser les problèmes d'intégration, entre guillemets, mais de toute façon, le mieux, c'est d'attendre que la nature fasse les choses, qu'on puisse sensibiliser les personnes. Oui, c'est que les personnes se suicident, c'est ça, que la nature fasse les choses? Vous avez, je vous laisse répondre 20 secondes parce qu'on a plus de temps, mais restez avec nous, Simon. Non, la réalité, c'est qu'on a des personnes qui se suicident aujourd'hui du fait d'être trans et d'avoir des discriminations qu'on reçoit dans tous les sens. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils sont rejetés par les autres. La réalité, c'est qu'il y a des enfants qui, par rapport à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, sont en détresse réellement aujourd'hui. Et quand c'est vos enfants, vous réagissez différemment. Nous, les parents qui viennent dans les groupes de parole, je vous garantis que même s'ils étaient manifs pour tous avant, ils changent complètement d'avis quand ça concerne leur enfant. Donc, c'est bien de dire qu'on veut pas que son enfant reçoive des choses, mais on choisit pas. Moi, j'ai pas choisi d'être trans, je choisis pas mon orientation sexuelle, vous non plus. J'ai pas choisi mon identité de genre. Vous non plus. Sauf que quand ça vous arrive, quand vous n'êtes pas en phase, il faut le gérer. Et quand c'est vos enfants, il faut le gérer aussi. Et nous sommes dans une société avec des points de vue très différents. On le voit bien sur des sujets. Surtout très ouverts sur Sud Radio. Je terminerai pas ma phrase. C'est vrai. Non, mais il y a un progrès de l'humanité qui est quand même évident. Moi, je trouve qu'on peut avoir ce genre de débat. C'est extraordinaire. Absolument. Ce sont des sujets d'ouverture. Voilà. Bon choix, les amis. Merci beaucoup, Anaïs Perrin-Prével. Brindel, bravo. Oui, c'était très intéressant et merci de votre venue. Présidente de l'association à outrance, merci d'avoir été avec nous et l'exercice n'est pas facile et on le sait très bien. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Sébastien Ménard. On se retrouve dans un instant. Cécile. Oui, vroom vroom. Allez, on démarre la voiture, on revient dans un instant. À tout de suite.